Vendredi 10 octobre, un jour que les Marocains attendaient, sur fond de manifestations sans précédent menées par une nouvelle génération. Tous les regards étaient tournés vers Rabat, où le roi Mohamed VI s'apprêtait à prononcer le discours d'ouverture de la session législative. Les espoirs reposaient sur des mots capables d'apaiser la rue et de rétablir la confiance. Mais une fois le discours terminé, les avis étaient partagés. Avait-il suffi à calmer la colère, ou n'avait-il été qu'un passage sans effet, laissant les questions sans réponse? À partir de ce moment, un nouveau chapitre s'ouvrit dans la relation entre la rue et l'État. Un chapitre qui révélera si les paroles seules peuvent apaiser une réalité qui réclame des actes. Le matin du 10 octobre avait une atmosphère particulière dans les villes du Maroc. Le pays semblait s'éveiller sur une tension silencieuse, quelque chose bougeait dans les rues, mais aussi dans l'espace numérique. Dès les premières heures, les réseaux sociaux se sont remplis de vidéos montrant des groupes de jeunes se rassemblant devant les gares, sur les places publiques et dans les ruelles des quartiers populaires. Aucune bannière de parti, aucun véhicule de diffusion, aucun haut-parleur, seulement des visages jeunes portant des pancartes manuscrites. Dignité, la santé, avant le mondial, la génération Z ne se tait pas. Dès l'aube, les premières images arrivaient du sud. À Agadir, d'où était partie l'étincelle quelques semaines plus tôt après l'incident de l'hôpital, des centaines de personnes sont revenues dans les rues, dans un silence organisé. Pas d'affrontement, pas de désordre, seulement une présence collective affirmant que la colère ne s'était pas éteinte. Certains commerces ont baissé leurs rideaux plus tôt, et dans les écoles des quartiers populaires, de nombreuses absences ont été signalées. Même dans les petites villes, qui n'avaient pas connu de manifestations depuis des années, des groupes de jeunes marchaient sans pancarte, comme pour rappeler que la crise n'était pas locale, mais nationale. En revanche, les médias officiels semblaient hésitants. Les chaînes publiques n'ont rien mentionné dans leurs journaux du matin, tandis que les sites proches du gouvernement se contentaient d'allusions vagues à des mouvements limités. Mais sur Internet, l'image était tout autre. Des vidéos montraient des foules de plus en plus nombreuses à chaque heure, et une grande diversité parmi les participants, étudiants, chômeurs, femmes et même des retraités brandissant des pancartes contre la cherté de la vie. Dans certains quartiers, les esplanades des mosquées se transformaient, après la prière du vendredi, en points de rassemblement non déclarés. Des visages en colère sortaient du silence, des voix s'élevaient pour réclamer ce qu'ils appelaient le droit à une vie digne. Les forces de l'ordre se contentaient d'observer au début, mais la tension se lisait dans leurs gestes et leurs regards. Au fil des heures, les attentes montaient. Le discours royal, prévu pour 21h, était devenu un événement national. Certains y voyaient une issue à la crise, d'autres redoutaient une répétition des promesses habituelles. Les médias officiels préparaient leur couverture spéciale, tandis que les chaînes internationales diffusaient de longs reportages sur le mouvement de la génération Z marocaine. Tous les regards convergeaient vers Rabat. Dans les rues, au coucher du soleil, le paysage changeait peu à peu. Certaines foules se dispersaient, craignant une intervention policière, tandis que d'autres décidaient de rester sur les places jusqu'à entendre le discours. Des visages fatigués par l'attente, des téléphones levés dans les airs pour filmer chaque instant et une question collective flottant dans l'air. Est-ce que quelqu'un nous entendra? Le temps était légèrement frais, mais l'atmosphère chargée d'une énergie difficile à décrire, un mélange de colère, d'espoir et de prudence. Les autorités, de leur côté, agissaient avec discrétion. Ni répression massive, ni laxisme excessif. Le message non déclaré était clair, maîtrise jusqu'à la fin du discours. Car la soirée n'était pas ordinaire. Une seule erreur pouvait ouvrir une porte impossible à refermer. Peu avant 21h, les villes marocaines semblaient suspendues. Les cafés s'étaient tus, les rues s'étaient apaisées, et tous les regards étaient tournés vers les écrans. Le roi allait parler, et chacun savait que ces mots détermineraient si cette vague allait s'apaiser ou se transformer en quelque chose de bien plus grand. À 21h précise, l'image apparut sur les écrans de la télévision marocaine. Le décor était familier, l'atmosphère solennelle, comme les citoyens en ont l'habitude lors de l'ouverture des sessions législatives. Mais cette fois-ci, les regards étaient plus concentrés, les cœurs plus inquiets.
Le roi Mohammed VI s'assit devant le micro, le visage calme et la voix posée. Il commença son discours en évoquant la justice sociale et le développement équilibré, affirmant que le véritable défi ne réside pas dans la réalisation de grands projets, mais dans leur capacité à impacter concrètement la vie des citoyens. Dans un passage central, le roi insista sur la nécessité de se concentrer sur les zones les plus fragiles, notamment les montagnes et les oasis, déclarant qu'il ne peut y avoir de développement territorial harmonieux sans complémentarité et solidarité effective entre les régions. Il appela ensuite le gouvernement et le Parlement à revoir la politique de développement de ces zones, qui couvrent environ 30% du territoire national, et à leur accorder une politique publique intégrée tenant compte de leurs spécificités et de leurs nombreux atouts. Le roi considéra que la justice sociale et la lutte contre les inégalités territoriales ne sont pas de simples slogans ou des priorités passagères, mais une orientation stratégique et un enjeu vital qui doivent guider l'ensemble des politiques publiques. Sur un ton plus pragmatique, il ajouta que la véritable transformation territoriale exige un changement tangible dans les mentalités et les méthodes de travail, une culture réelle du résultat fondée sur des données de terrain précises et une exploitation optimale des technologies numériques. Ces phrases furent ensuite les plus relayées sur les réseaux sociaux, car elles touchaient le cœur du débat public sur l'absence d'équité régionale et le manque de développement dans les périphéries. Le roi souligna également qu'il ne devrait pas y avoir de contradiction ni de concurrence entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, puisque l'objectif est unique: développer le pays et améliorer les conditions de vie des citoyens où qu'ils soient. Des mots qui semblaient, en apparence, un appel à l'équilibre, mais qui portaient implicitement une réponse aux critiques entourant les grands projets liés à la préparation du mondial. En arrière-plan, la salle applaudissait, mais sur Internet, le débat était bien plus complexe. Ce discours marquait-il le début d'une nouvelle réforme ou bien la poursuite d'un même chemin sous un langage différent? Le discours dura environ 20 minutes, avec des messages économiques et de développement clairs, mais sans aucune mention directe des manifestations qui occupaient l'opinion publique depuis des semaines. Pour beaucoup, cette omission semblait délibérée, comme une tentative de rassurer à la fois l'intérieur et l'extérieur sur la stabilité du pays et la continuité de ses grands programmes. D'autres y virent un silence stratégique, visant à éviter l'escalade et à laisser au gouvernement la responsabilité politique devant le Parlement et le peuple. Lorsque le discours prit fin, aucun applaudissement ne retentit dans les rues. Un bref silence s'installa, puis les téléphones se rallumèrent. Les extraits du discours circulèrent rapidement, accompagnés de commentaires partagés. Certains y virent un pas dans la bonne direction, d'autres un refus poli d'affronter la réalité. Le langage était mesuré, précis, mais il ne toucha pas la plaie ouverte de la rue. Le discours est passé, mais son effet fut bien différent de ce qu'attendait la rue. La déception fut immédiate. Alors que le roi parlait de justice sociale et de justice territoriale, les jeunes se demandaient « Et nous, où sommes-nous dans tout cela ?» Aucune mention directe de la génération Z, aucun mot sur leurs revendications. Alors, les questions se sont multipliées. Était-ce un oubli ou un message implicite? Le roi voulait-il laisser la solution au gouvernement et au Parlement, ou refusait-il simplement de donner au mouvement une importance politique trop grande? Les analystes tentèrent d'interpréter le discours à travers le prisme du symbole. Certains affirmèrent que le roi avait renvoyé la balle dans le camp du gouvernement, l'invitant à agir rapidement pour réaliser la justice sociale réclamée par les jeunes. Mais sur le terrain, cela ne suffisait pas. Le mouvement, suspendu temporairement par respect pour le discours royal, eut le sentiment de ne pas avoir été entendu. Le lendemain, les plateformes numériques se remplirent de commentaires en colère. Des jeunes affirmaient avoir dépassé le stade des messages codés et réclamaient des décisions claires, pas des slogans. D'autres pensaient que le gouvernement avait échappé, pour un temps, à la reddition de comptes et que le discours lui offrait un sursis politique pour finir son mandat. Mais au-delà des analyses politiques, une vérité demeurait évidente. Une génération entière de Marocains se sent inaudible. Une génération à qui l'on avait promis réforme et opportunités, et qui se retrouve face au même visage, au même discours et aux mêmes réponses différées. Pendant que le gouvernement parlait d'accomplissements et de projets, d'autres images circulaient, des hôpitaux surchargés, des écoles délabrées
et des mères mourant en couches. Ainsi, le slogan scandé par les jeunes durant les manifestations prit une force nouvelle. « Nous ne voulons pas de la Coupe du Monde, nous voulons la santé d'abord ». La rue reprit alors feu. Le discours, censé apaiser les tensions, raviva les vieilles questions. La parole sur le développement suffit-elle quand la justice fait défaut? Et peut-on réformer la corruption avec ceux qui l'ont créée? Le discours est passé, mais les questions demeurent. Les manifestations se sont apaisées, les autorités ont retrouvé leur rythme habituel, mais la colère, elle, n'a pas disparu. Le roi a appelé à la justice territoriale, le gouvernement a promis des réformes, et les partis ont parlé de dialogue. Et pourtant, la rue attend toujours, non pas des promesses, mais des actes. Dans les cafés, dans les universités et dans les villages éloignés de la capitale, la même question revient. Le discours du 10 octobre était-il le début d'une véritable réforme, ou simplement un autre chapitre d'une histoire marocaine qui se répète sans fin, quand le palais parle et que la rue se tait, provisoirement, en espérant qu'on l'écoute enfin? 7 jours qui ébranlent le pays, 7 nuits où le visage du Maroc a changé. La voix des rues continue de s'élever. Les chants à Rabat, Casablanca, Agadir et Marrakech ne se sont pas encore tus et le mouvement Génération Z 212 entame sa 2e semaine, défiant le silence et maintenant son mot d'ordre pacifique, pour la dignité, pas pour le chaos. Mais la nuit du 4 octobre a apporté de nouvelles scènes à un décor déjà connu. 3 morts sont tombés dans des affrontements dispersés et des centaines de blessés ont été recensés parmi les forces de l'ordre et les manifestants. Tandis que des villes comme Salé pansent encore les plaies des violences et des dégradations qui ont infiltré les manifestations pacifiques. Le gouvernement s'est montré plus prudent cette fois. Le Premier ministre Aziz Akanouche a publié un communiqué appelant au dialogue national et exprimant sa disposition à écouter les revendications sociales. Mais la rue estime que le temps des promesses est révolu et que la confiance est épuisée. Alors que les réseaux sociaux s'embrasent de vidéos des manifestations, les Marocains se demandent où est le roi et pourquoi ne s'adresse-t-il pas encore à cette génération en colère. Les analyses se croisent et les experts affirment que le pays vit une crise de confiance, non une crise de revendication, et que l'absence d'encadrement politique rend le mouvement à la fois plus spontané et plus dangereux. Aujourd'hui, après une semaine depuis la première étincelle, le Maroc semble à un véritable carrefour. Soit ouvrir sincèrement les canaux du dialogue, soit voir la colère exploser au visage de tous. La nuit du 4 octobre n'a pas marqué la fin, mais le début d'une nouvelle étape, une phase où le mouvement devient plus mûr, le gouvernement plus hésitant, et tout un pays s'interroge. Y a-t-il encore à l'horizon une place pour l'apaisement, où la tempête n'a-t-elle pas encore dit son dernier mot ? Un matin gris s'est levé sur Rabat. La ville, qui n'avait pas dormi depuis 3 jours, semblait se préparer à quelque chose de plus grand qu'une simple nouvelle manifestation. Les marchés ont ouvert timidement, et dans les cafés, les conversations avaient toutes la même question. Le roi parlera-t-il aujourd'hui ? Dès les premières heures de l'aube, des pages locales ont affirmé que le palais se préparait à un discours exceptionnel et qu'un enregistrement était en cours au cabinet royal. Mais aucune confirmation officielle n'est venue. Les rumeurs circulaient plus vite que les journaux, et l'espoir d'une parole venue d'en haut semblait être la seule issue à cette tension. Dans les rues, la ferveur s'est un peu atténuée. Les Marocains étaient fatigués de courir et de crier, mais la fatigue n'a pas éteint la colère. Les jeunes qui criaient, il y a 2 jours, « Nous voulons la justice », écrivent maintenant sur les murs, « Nous voulons être entendus ». Un léger changement de mots, mais qui révèle un changement plus profond dans l'humeur générale, de la colère à la détermination, de la révolte à l'attente anxieuse. Pendant ce temps, les forces de sécurité se sont déployées massivement autour du Parlement et de la place Bab el-Had. Mais selon des fuites relayées par la presse indépendante, des instructions internes ont demandé de faire preuve de retenue et d'éviter tout contact avec les citoyens, sauf en cas de violation de la loi. Même l'État semblait revoir son ton. Vers 3 heures de l'après-midi, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le dialogue reste ouvert
et que les autorités étudient attentivement les revendications du peuple, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Une déclaration courte, mais qui a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu. Existe-t-il vraiment un comité de dialogue? Qui représente la jeunesse? Et un mouvement sans direction peut-il s'asseoir à la table du gouvernement? Dans les quartiers populaires, les cafés n'avaient jamais été aussi politiques. Chaque téléphone était devenu un petit écran diffusant les discussions de Discord et les communiqués de génération Z 212. Même les plus âgés, d'ordinaire silencieux, commençaient à parler d'une nouvelle ère qui approche. Ce sont nos enfants, pas des émeutiers, a déclaré un homme d'une cinquantaine d'années devant la caméra à Tétouan, comme pour défendre le droit d'une génération entière à être entendue. À la tombée de la nuit, des appels en ligne ont ressurgi pour organiser une nuit des bougies dans plusieurs villes marocaines. Une idée symbolique, pas de slogan, pas d'affrontement, juste allumer une bougie devant sa maison pour l'espoir. À 9 heures précises, les réseaux sociaux se sont remplis de vidéos montrant des milliers de bougies aux fenêtres des foyers. De Casablanca à Oujda, le spectacle était saisissant. Tout un pays s'éclairant paisiblement, comme s'il priait pour un avenir qui n'est pas encore né. Les autorités ont gardé le silence. Elles n'ont pas coupé Internet cette fois et n'ont publié aucun communiqué. Peut-être ont-elles enfin compris que cette voix n'était pas un cri, mais l'appel d'une nation qui demande à être entendue. Ainsi, le 4 octobre s'est achevé sans affrontement, mais avec un lourd sentiment d'attente, car chacun sait que les jours à venir ne seront pas ordinaires. Le roi doit inaugurer le Parlement dans quelques heures, et tout le pays retient son souffle, attendant de lui une parole qui rendra à la nation son équilibre, avant que sa patience n'explose à nouveau. Tout n'a pas commencé le 4 octobre, mais une semaine plus tôt, lorsque les premières voix se sont élevées du cœur de Casablanca, dans une courte vidéo filmée par un jeune d'une vingtaine d'années disant « Nous ne sommes pas contre l'État, nous sommes contre la marginalisation ». Il ne se doutait pas que ces mots deviendraient l'étincelle qui enflammerait tout un pays. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de la vidéo, les premiers groupes Génération Z 212 se sont formés sur Telegram et Discord, rassemblant étudiants, chômeurs et jeunes médecins unis par un même sentiment. Personne ne les écoute. Ils n'avaient ni leader, ni porte-parole, mais ils possédaient quelque chose de bien plus puissant, une organisation numérique décentralisée que l'État ne pouvait pas facilement contrôler. Le 27 septembre, les premières veillées ont eu lieu devant des bâtiments publics à Rabat et Tanger, avec des revendications claires: amélioration des salaires, réforme de l'éducation et reddition de comptes des responsables de la corruption. Les slogans étaient calmes, mais portaient un ton inédit, celui d'une génération née dans un monde ouvert qui n'a plus peur de parler. Le lendemain, 28 septembre, le mouvement s'est étendu à Fès et Agadir, et les premières arrestations ont eu lieu. Les journaux officiels parlaient de rassemblements non autorisés, mais en ligne, l'image était tout autre. De jeunes désarmés face à un mur de policiers, criant simplement « Nous voulons la justice ». Le 1er octobre, le pays était entré en ébullition. Des vidéos venues de Salé et Kénitra montraient des affrontements, tandis que les forces de l'ordre utilisaient du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Les plateformes explosaient et l'opinion publique se divisait entre ceux qui craignaient le chaos et ceux qui voyaient dans le silence le vrai désordre. La nuit du 2 octobre fut un tournant. Les manifestations atteignirent leur apogée et tout le Maroc vécut au rythme des cris, des sirènes et de l'inquiétude, des blessés, des dizaines d'arrestations et des rues vides après minuit, comme si le pays vivait sa nuit la plus longue depuis des années. Puis vint le 3 octobre. Les Marocains se réveillèrent sur la nouvelle des affrontements à Al-Qulia, près d'Agadir, où 3 morts furent confirmés par le ministère de l'Intérieur. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Il n'était plus question de manifestations pacifiques, mais d'un mouvement entré dans une zone de danger. Les émotions se mêlèrent, colère, peur, tristesse pour la patrie. Mais au milieu du tumulte, l'esprit du mouvement changeait. Les visages qui criaient la veille parlaient désormais avec raison. Les jeunes qui remplissaient les rues débattaient maintenant sur Discord, cherchant des solutions. Quelque chose avait mûri en eux, la conscience que le changement ne se fait pas par le chaos, mais par la persévérance et la patience. Et le 4 octobre, quand la nuit retomba sur les villes, les Marocains allumèrent des bougies à la place des slogans. Une scène silencieuse et solennelle,
comme si tout un pays décidait de parler sans un mot. Des bougies aux fenêtres, des visages tournés vers le ciel, tous posant la même question « Quelqu'un nous entendra-t-il » Ainsi s'ouvrit l'aube du 5 octobre. Un pays épuisé par les questions, un peuple ayant compris que le temps des promesses est révolu et que la route vers la réforme a commencé, ne serait-ce qu'à la lueur d'une petite flamme dans une longue obscurité. Une seule semaine a suffi pour ébranler un royaume habitué au calme. 7 jours à peine, mais ils ressemblent à un nouveau chapitre de l'histoire du Maroc, écrit sous les yeux du monde. Maintenant que la dernière bougie du 4 octobre s'est éteinte, nul ne sait où va le pays. Les questions sont plus grandes que les rues, plus profondes que les slogans. Où est le roi? Une question murmurée dans les maisons, répétée dans les rues et partagée sur les réseaux. Parlera-t-il? Brisera-t-il le silence? Ou laissera-t-il son trône affronter la tempête seul? En coulisses, des sources évoquent un discours imminent, un discours qui pourrait définir tout l'avenir de la période à venir. Car cette fois, la parole royale ne serait pas qu'un simple message, mais une carte entre ouverture et explosion. Dans les rues, le calme n'est qu'attente, non apaisement. Les jeunes qui remplissaient les places ne sont plus les mêmes, leurs visages sont plus fermes, leurs regards plus conscients. Ils ont compris que la patience n'est pas faiblesse et que la non-violence n'est pas soumission, mais une arme plus redoutable que les pierres. Le mouvement Génération Z 212 n'est plus un simple hashtag. C'est devenu le symbole d'une génération qui revendique son avenir et ne craint plus de le dire. Mais la question demeure, et maintenant, le mouvement va-t-il intensifier sa pression, se transformer en désobéissance civile ou entrer dans un dialogue secret avec l'État? Toutes les hypothèses restent ouvertes et le pays tout entier se tient sur le fil du mystère. L'État tente de reprendre l'initiative, tandis que les jeunes répètent leur credo. La dignité ne se réprime pas. Au milieu de tout cela, la nation reste debout, fatiguée, mais éveillée. Car désormais, l'histoire du Maroc ne s'écrit plus dans les palais, mais dans les rues, sur les écrans, et dans les voix qui répètent chaque jour « Nous voulons vivre dans la dignité ». Dans chaque nation vient un moment comme celui-ci, un moment qui ne se mesure pas en jours, mais en choix. Entre le silence et la parole, entre la peur et l'espérance, entre un roi qui réfléchit et une génération qui n'attend plus. La nuit marocaine n'est pas encore terminée, mais ce n'est plus une nuit de ténèbres, c'est une nuit d'éveil, car lorsque la jeunesse réclame la dignité, elle ne demande pas l'impossible, mais la vie. Et l'histoire, comme le disent les sages, ne pardonne jamais à ceux qui manquent leur moment. Le palais comprend-il que le temps de l'attente est révolu, ou laissera-t-il demain s'écrire sur les murs de la colère? Ainsi, le Maroc referme sa première semaine de tempête, tandis que tous retiennent leur souffle. Qui écrira la prochaine ligne? Le pouls du pays a changé, le calme est devenu rare, et la rue a perdu patience. Le 3 octobre, le Maroc s'est réveillé sur une question lourde. La tempête est-elle terminée? Ou bien ce que nous voyons n'est-il qu'un silence précédant l'explosion à venir? 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait transformé le visage du mouvement. Les villes vivent désormais au rythme de l'attente, tandis que les plateformes débordent de vidéos documentant chaque instant, chaque cri, chaque affrontement. Les manifestations ne sont plus de simples expressions passagères de la jeunesse. Elles sont devenues une équation complexe entre une rue en colère et les messages de la Génération Z parvenus jusqu'aux portes du palais royal. Le gouvernement continue de publier des communiqués successifs parlant de dialogue et de réponse aux revendications légitimes, alors que la poigne sécuritaire se resserre sur les places publiques. Les ministres apparaissent à l'écran avec des discours rassurants, mais leurs mots ne trouvent aucun écho auprès des jeunes qui crient « Nous voulons la justice ». Pas de nouvelles promesses. Ainsi, le Maroc entra dans l'aube du 3 octobre, un pays debout entre la balance de la sécurité et celle de la liberté, entre une génération qui refuse la peur et un pouvoir qui observe la scène avec prudence. Aux premières heures de ce matin-là, des publications sur TikTok et Instagram recommencèrent à se diffuser rapidement, portant des extraits des protestations des nuits précédentes et des slogans appelant au changement. Un nouveau mot dièse commença à monter sur les réseaux. Justice pour les victimes,
de N-Twao, Chi-Twao el-Klia, qui, en quelques heures, se transforma en un appel collectif exigeant que les responsables de ce qui s'était passé dans la ville, située à la périphérie d'Inezgan, soient tenus pour comptables de leurs actes. Dès 8 heures du matin, de petits groupes commencèrent à se rassembler aux abords d'Agadir et d'Inezgan Haït Meloul, dans des scènes rappelant les jours précédents. Les slogans étaient familiers, des stades pour le mondial, et où sont les hôpitaux? Mais un nouveau mot d'ordre s'y ajouta. Justice pour ceux qui sont tombés al-Klia. Cette fois, les autorités étaient mieux préparées. Les forces de sécurité se déployèrent aux entrées des villes et les routes menant aux centres sensibles furent fermées. Pourtant, les mobilisations de jeunes se poursuivirent dans certains quartiers, animés par la colère et la tristesse face à ce qui s'était produit. À Casablanca, des appels limités furent observés sur les plateformes numériques pour soutenir les manifestants du Sud, tandis que des pages locales à Rabat diffusèrent des publications appelant à un rassemblement pacifique devant le Parlement dans l'après-midi, dans une tentative d'élargir le cercle de la solidarité. À la mi-journée, les villes s'embrasèrent de nouveau sous des vagues de protestations. À Agadir, les forces de l'ordre tentèrent de disperser les manifestants avant qu'ils n'atteignent le bâtiment de la wilaya. Mais les slogans s'élevèrent plus fort que les sirènes. Un jeune homme brandit une pancarte sur laquelle était écrit « Nous sommes la génération fatiguée d'attendre ». À Casablanca, la tension monta rapidement. Des jets de pierres et de bouteilles éclatèrent, auxquels les forces de sécurité répondirent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Les affrontements s'étendirent à des quartiers comme Derbe Sultan et Aïn Sebaa, transformant les rues en nuages de fumée et en échos de cris et de heurts. À Rabat, la scène semblait au début plus calme et pacifique. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant le Parlement avec des slogans organisés et posés. Mais la quiétude ne dura pas longtemps. À la tombée du soir, la police encercla les accès entourant le lieu du rassemblement et lança une vague d'arrestations ciblant ceux décrits comme des instigateurs. Mais les vidéos qui s'étaient échappées du lieu se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux, allumant une nouvelle étincelle de colère numérique et élargissant le cercle d'interaction des jeunes dans d'autres villes. Le soir venu, l'affrontement n'était plus seulement entre les forces de l'ordre et les manifestants, mais aussi entre les récits médiatiques et les faits du terrain. Les chaînes officielles décrivaient certains incidents comme des troubles limités, tandis que des rapports internationaux qualifiaient la vague d'actuelle comme la plus importante que le pays ait connue depuis les protestations du Rif en 2016, dans un contexte de colère juvénile accusant les gouvernements de négligence et de mauvaise répartition des services publics. Sur les plateformes numériques, la scène était différente et instantanée. Un flux continu de vidéos venues de plusieurs villes montrait des jeunes courant au milieu de nuages de gaz lacrymogène, des forces de sécurité les poursuivant dans les ruelles et des appels diffusés depuis des téléphones portables. Ces extraits se propagèrent rapidement et devinrent une source essentielle pour raconter les événements et intensifier les émotions. Dans certaines vidéos diffusées, on pouvait entendre des manifestants scander que leurs revendications étaient patriotiques, qu'ils n'étaient pas contre la nation, mais voulaient l'améliorer. Une phrase devenue un slogan largement partagé parmi les utilisateurs, nourrissant une nouvelle vague de solidarité numérique. Les autorités tentèrent de contenir cet élan digital à travers des démarches judiciaires et des mesures sécuritaires, tandis qu'une partie des militants se réfugiait sur des applications et plateformes chiffrées, ainsi que dans des salons de discussion privés comme Discord, pour s'organiser et coordonner leurs actions à l'abri de la surveillance publique, donnant aux protestations un caractère plus décentralisé et plus difficile à suivre. À la tombée du soir, les manifestations s'étendirent et plongèrent plusieurs villes dans un climat de tension et de violence. À Agadir et Al-Klia, des manifestants prirent d'assaut un poste de la gendarmerie royale, ce qui entraîna des affrontements ayant provoqué des blessés parmi les gendarmes, après que les autorités eurent fait usage de munitions d'avertissement. À Casablanca, plusieurs manifestants annoncèrent des affrontements dans certains quartiers après une intervention policière, avec des vidéos montrant l'usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les rassemblements. Et malgré un cordon de sécurité particulièrement strict dans certaines zones, des milliers de jeunes descendirent dans les rues
pour réclamer une enquête transparente sur la mort des personnes, Al-Khlia, ainsi qu'une amélioration des conditions sociales, des services de santé et de l'éducation. Aux alentours de minuit, les autorités annoncèrent l'arrestation d'un certain nombre de manifestants, ce qui suscita des accusations de la part d'organisations de défense des droits humains qui évoquèrent de possibles violations, notamment en ce qui concerne les droits et l'âge des détenus. Au matin du 4 octobre, le gouvernement publia un communiqué affirmant comprendre les revendications légitimes et exprimant sa volonté de remédier aux insuffisances sociales, tout en avertissant dans le même texte des dangers du désordre et des atteintes aux biens, précisant que l'application de la loi concernerait tout le monde et que la sécurité constituait une ligne rouge. La rue, elle, ne cessa pas de protester. Les positions et les attentes des autorités furent accueillies par des réactions fortes de la part d'associations locales et internationales de défense des droits humains, qui avertirent que la répression violente et les arrestations arbitraires risquaient d'aggraver la tension au lieu de résoudre la crise. Certaines organisations appelèrent à l'ouverture d'enquêtes indépendantes et au respect des droits des manifestants. De son côté, le mouvement de jeunesse éclaté sur le plan numérique, connu sous le nom de Gen Z 212, nia toute volonté de recourir à la violence, affirmant la continuité de sa lutte pour la dignité et la justice. Des pages et comptes liés au mouvement relayèrent sur les réseaux sociaux et sur des services de messagerie, notamment Telegram et Discord, des messages répétant que l'objectif n'est pas le chaos, mais la dignité, et le sang de Al-Khlia ne sera pas oublié. Au plus fort de la tension, le mouvement Gen Z 212 publia des déclarations publiques exigeant des réformes politiques majeures. Ouverture des dossiers de corruption, reddition de comptes des responsables, garantie de la liberté d'expression, libération des détenus d'opinion et justice sociale. Dans la même nuit, un affrontement violent éclata à Al-Khlia lorsque des manifestants tentèrent de prendre d'assaut un poste de la gendarmerie royale. Les forces de sécurité intervinrent, entraînant la mort de 3 personnes, selon un communiqué officiel indiquant qu'il s'agissait d'une riposte à une tentative de vol d'armes et d'un acte de légitime défense. Consciente de l'escalade de la colère, le chef du gouvernement prit la parole pour annoncer sa disponibilité à dialoguer avec les manifestants, affirmant que le dialogue était la voie pour dépasser la crise. Les organisations de défense des droits humains demandèrent, pour leur part, la fin des poursuites et estimèrent que l'usage de la force et les arrestations, en particulier lorsqu'elles sont arbitraires, ne faisaient qu'exacerber la tension au lieu de la contenir. Au milieu de la polémique grandissante, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahabi apparut dans une interview télévisée afin de clarifier la position du gouvernement face aux événements. Il déclara d'un ton calme: « La protestation est un droit constitutionnel, mais elle n'est pas exempte de débordements. » Il ajouta que l'État avait entendu le pouls de la rue et que le gouvernement étudiait les moyens de répondre aux revendications populaires dans le cadre institutionnel et juridique. Interrogé sur la responsabilité du gouvernement dans l'aggravation de la crise, il répondit avec franchise: « Nous commettons des erreurs, mais nous nous jugeons nous-mêmes devant le peuple, et nous corrigerons le cap. » Le ministre rejeta les accusations de marginalisation des secteurs de la santé et de l'éducation, précisant que leur budget avait doublé au cours des dernières années, tout en reconnaissant que réparer ce qui s'est accumulé pendant des décennies ne se fera pas en 1 ou 2 ans. À propos de la participation de mineurs aux manifestations, Ouahabi déclara « Ce sont nos enfants, nous les traiterons avec compassion, non avec punition », tout en avertissant que le virtuel n'est pas la réalité, faisant ainsi allusion au fait que certains jeunes étaient repassés des écrans à la rue sans pleine conscience des conséquences. Le ministre conclut son intervention en affirmant que le Maroc avait choisi la voie de la démocratie avec tous ses défis et que la loi demeurerait le seul cadre pour la gestion des crises. Avec l'aube du 3 octobre et les jours qui suivirent, il semblait que le Maroc se trouvait à un tournant délicat de son histoire contemporaine. L'État allait-il choisir d'ouvrir une page de réforme sérieuse et globale ou continuer sur la voie sécuritaire qui suscitait la controverse? Les observateurs estiment que ce qui se passe n'est plus une simple protestation sociale, mais qu'il s'est transformé en un mouvement de conscience nouvelle d'une génération sans chef ni tuteur, une génération née à l'ère numérique, qui documente chaque instant, diffuse chaque événement et transforme sa souffrance en cause mondiale.
une génération qui n'attend plus qu'on parle en son nom, mais qui forge désormais sa propre voix. Le 3 octobre ne fut pas un jour ordinaire dans l'histoire du Maroc, mais un moment charnière dans la mémoire d'une nation en pleine introspection. Depuis cette nuit-là, tout a changé. Le regard de la jeunesse sur le pouvoir et le regard de l'État sur ses enfants. Le sang versé à Al-Kliaa, les larmes à Oujda, les clameurs à Rabat. Tout cela est devenu des chapitres d'une histoire encore inachevée. Et aujourd'hui, le Maroc se trouve face à une question inévitable. Réussira-t-il à se réconcilier avec sa jeunesse avant de la perdre? Ou bien la génération Z écrira-t-elle seule son prochain chapitre, avec ses mots, ses images et peut-être son sang?